Bonjour tout le monde, bienvenue à la Technique Moneyball. Aujourd'hui, super content de recevoir un expert et un ami dans le désordre, parce que je pense que c'est un ami. Non, je n'en ai pas dit que c'est un ami avant d'être un expert, là. Je pense que c'est les deux. Simon Martin, comment ça va, mon simple? Ça va très bien, content de te voir. Bien, ben, merci d'avoir fait la route de Québec. Ah, ça a fait du bien de se déplacer quand même, à revenir proche de Montréal, mais pas Montréal. Toi, t'es un ancien de Montréal. 5 à Montréal quand même, fait que... 5 ans de Montréal, puis toi, t'es tout jeune, t'as 25. Ah, 25. Ben, c'est vrai, ça fait 2 ans qu'on se connaît, fait que tu vieillis. J'ai pas ta barbe, mais je pourrais essayer. Bon, un jour, tu vas l'avoir. Hey, je trouvais ça super intéressant de te recevoir sur le show parce que j'en ai parlé dans un des épisodes précédents où est-ce que là, je commence à parler beaucoup de l'entrepreneur Moneyball, où est-ce que je veux faire un espèce de mélange de parler de l'humain, de parler du marketing et tout. Mais toi, on s'entend que le gars des emails, tu es un spécialiste en infolette, email marketing qu'on s'amuse à dire, mais je voudrais qu'on en parle un peu parce que moi, ça a un peu changé beaucoup ma business grâce à toi. Et je me posais la question, comment qu'un gars de 25 ans, parce que ça fait 3 ans que tu fais ça? 3 ans? Ouais, à peu près, bon. exact. Comment un gars de 22 ans est tombé dans l'univers du email marketing? Je peux pas te dire c'est arrivé du jour au lendemain. Là, je te promets qu'il y a pas un matin que je me suis levé, je me suis dit, je veux me partir une business de email puis d'infolette. J'aime dire même que c'est probablement pas la branche marketing la plus sexy, la plus excitante à démarrer. Fait que je te dirais, comme bien du monde, je suis un peu tombé dans la marmite de voir des publicités, de se lancer une business en ligne en 2020. J'ai essayé plein de petits projets. Je pense qu'en 2020, j'ai essayé de faire de la production vidéo, j'ai essayé de faire du print on demand, du dropshipping, Amazon FBA, un blog on donné. Puis en vrai, je suis tombé. Exactement. Puis on voit toutes les mêmes pubs, on voit toutes les mêmes choses. Je les ai essayées. Je pense que souvent, j'ai abandonné un peu trop tôt aussi, ou qu'on parle souvent du Shiny Object Syndrome. Fait que ça marchait pas après quelques mois. Je voyais une autre pub. J'ai acheté une autre formation, j'essayais quelque chose d'autre. Fait que ça a été un peu ça d'année en année. 2022, je suis tombé sur le copywriting, qui est beaucoup plus populaire, beaucoup de copywriters un peu partout dans le monde, au Québec. Puis de fil en aiguille, je te dirais que je suis tombé sur la rédaction d'infolettes, la rédaction de emails. Fait que ça a été le passage un peu, le pont que j'ai pris, le copywriting, finalement les emails. J'ai commencé ma première année sur le marché américain, plus parce que je m'étais mis dans la tête qu'il n'y avait pas beaucoup d'entreprises, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités au Québec, c'est un petit marché. Ben tu sais, oui, c'est un petit marché, mais tu sais, je veux dire, c'est un marché de 8 millions, 9 millions de personnes. Si tu vas chercher 1% de ça, tu peux gagner ta vie amplement. Là, mais effectivement, que souvent, c'est ça qui arrive. Les gens qui partent en marketing numérique ou en quoi que ce soit, ils disent « Ah, moi, je veux m'attaquer à la francophonie. » C'est parce que le Québec est trop petit. Quand tu auras purgé le Québec au complet, tu iras dans le reste. Gagne au Québec en premier. C'est ça, absolument. Fait que toi, tu as commencé avec les États-Unis. Oui, un bon 1 an, 1 an et demi. Puis tu sais, en fait, ça fait l'effet inverse. C'est un beaucoup plus gros marché, mais c'est tout le monde au monde. Ils peuvent participer dans ce gros bassin-là de marketing. Fait que je compétitionnais avec n'importe qui dans le monde, en Europe, en Asie, peu importe. Tout le monde fait faire du marketing par courriel. Puis ça a commencé dans ce temps-là à être vraiment alléchant comme modèle d'affaires. Parce que tu sais, ce qui m'avait intéressé à la base, c'était aussi le modèle, tout comme ceux qui font des réseaux sociaux ou tout autre type de modèle de marketing que tu peux avoir de la rétention avec tes clients. C'est un peu ça qui m'intéressait. Tu sais, moi, en copywriting au début, c'était un gros mandat par-ci par-là, une page de vente, des trucs comme ça, mais à la fin, c'était rinse and repeat. Il fallait que je trouve d'autres clients. C'était feast or famine beaucoup. Fait qu'email, soudainement, c'était très, très intéressant comme modèle de trouver des clients, les conserver, faire leurs infolettes, puis les garder en continu comme modèle. Fait qu'après 1 an et demi, j'ai réussi à réaliser finalement qu'au Québec, il y avait des possibilités puis qu'il y a à peu près personne qui fait ça. Fait que, tu sais, j'ai osé prendre ma place, m'appeler le gars d'email depuis bientôt 1 an, je te dirais. Puis effectivement, je te dirais qu'il y a beaucoup de copywriters au Québec, comme un peu partout dans le monde, mais très peu se spécialisent en marketing par courriel, qui va bien au-delà de que la rédaction. J'adore ça parce que, tu sais, puis c'est drôle parce que les gens, y compris moi, ont toujours eu une relation d'amour-haine avec le courriel, de dire le site d'infolette, j'aime pas ça, la merde, puis blablabla. Puis moi, j'étais exactement dans cet esprit-là. Et il y a bientôt 2 ans, tu m'as formé, tu m'as coaché, puis tout le kit. Puis tu sais, puis je le dis en tout respect, mais pas du science rocket, là. Tu sais, Non. Puis les gens ouvrent les courriels, les gens consultent les courriels et les gens achètent grâce aux courriels. C'est des faits. Moi, je l'ai vécu. Tu sais, je l'ai vécu depuis que j'utilise ma stratégie de courriel. Ben, je suis capable d'aller chercher des résultats qui sont vraiment le fun parce que c'est quelque chose que tu dis toujours, c'est qu'une liste courriel, c'est un actif. Absolument.
tu bâtis ta liste courriel puis elle t'appartient en quelque sorte bien plus que de la pub. 100%, bien plus que de la pub, bien plus que tes abonnés sur les réseaux sociaux. Personne ne peut te l'enlever. Tu peux du jour au lendemain décider de changer de plateforme de logiciel d'email marketing. Tu downloads ta liste, c'est des informations, c'est des contacts, puis tu les transfères, c'est à toi. Tant qu'ils ne sont pas des abonnés, tu peux les contacter en tout temps. Tu pourrais décider de les contacter un par un si tu veux, si tu as leur information, mais tu as eu leur consentement, ils sont embarqués dans ta liste de contacts, puis tu peux les contacter quand tu veux. Fait que c'est un actif, puis on en parlait dans tes cohortes, Marco. C'est aussi un ajout à la valeur de ton entreprise si tu veux la revendre plus tard. Tu sais, ton nombre d'abonnés versus combien de milliers de personnes, par exemple, que tu as dans ta liste de contacts, ça peut énormément ajouter de valeur parce que c'est un actif. C'est des gens que directement, à tout moment, tu peux faire une promotion, tu peux contacter. S'il y a un transfert de propriétaire pour une entreprise, ben, tu peux vraiment transférer une information de cette façon-là. Fait que c'est vraiment définitivement un actif, c'est le bon terme. Hein. Il y avait David Grégoire qui est avec... qui est avec Franco Stafford. Mais je pense qu'il a changé de nom, là, mais... Ouais. En tout cas, lui, avant, c'était Monsieur e-commerce, puis il travaillait pour Voyage en direct, je crois. Il a aussi fait sous-titreur, je le suis dans ce temps. Il y a sous-titreur, mais quand il était pour Monsieur e-commerce, puis il faisait Voyage en direct, lui, il travaillait beaucoup sur le email marketing, puis il était venu sur un podcast, puis il avait dit les gens n'ont pas idée à quel point il envoyait un courriel, genre pour un upgrade de siège ou pour un upgrade de chambre. Et il dit le pourcentage de réponse était épouvantablement payant parce que là, c'est quelqu'un qui avait déjà acheté, puis là, tu faisais un upsell plutôt que... Fait que je trouve que c'est tellement... J'essaie de trouver le bon terme, mais c'est comme je vais dire un trésor caché, parce que la grande majorité, puis on rit, on en parle souvent de ça, la majorité des entreprises vont utiliser la stratégie infolettre à août 2025. Ah ouais, ça va être leur objet. C'est déjà pas intéressant, on dirait. C'est ça, puis là, les gens sont comme, OK, oublie ça, je lis pas ça, mais... C'est pour ça qu'on parle de moins en moins d'infolettes et de email marketing. Mais, fait que là, toi tu aides les entreprises, mais concrètement, là, qu'est-ce que tu fais pour une entreprise? C'est du copywriting, oui, mais il y a bien d'autres aspects à valider. Qu'est-ce que tu fais? Exact. Fait que moi, je commence tout le temps en expliquant que pour nous, le marketing par courriel, c'est 3 piliers, en fait. Si tu veux, on va les faire les 3. On va y aller plus en profondeur. Le premier, tu parles de copywriting. Là, c'est d'écrire le email, de le rédiger, puis tout le kit. Mais ça, il y a des méthodes, il y a des bonnes pratiques et tout ça. Tu dirais, puis là je vais pas te prendre un peu flat foot, là, mais tu dirais que c'est quoi la plus grande erreur que les gens vont faire avec le copywriting de email? La plus grande erreur, une des plus grandes erreurs. Plusieurs erreurs, là, on en parle dans tes cohortes. La première, c'est, en fait, tu l'as dit à la blague tantôt, l'objet, super important. Ouais. En fait, je vais tout le temps dire la nuance parce qu'il y en a qui mettent beaucoup de pression, des fois des formateurs, où ils vont dire l'objet, c'est extrêmement important, puis ça l'est. Mais en bout de ligne, c'est aussi le contenu que tu envoies. C'est ça qui va faire qu'à la longue, les gens ils finissent par s'intéresser de réouvrir plus tard tes courriels. Ouais. Mais on y va avec l'objet. Tu te dis tantôt en exemple, par exemple, infolette, mois de août. Ben, l'objet, c'est pas un titre. Souvent, les gens ils vont écrire, par exemple, leur infolettre. Puis à la fin, ils vont dire ce serait quoi les mots-clés que je pourrais mettre dans l'objet qui représentent le thème de mon infolettre? En fait, l'objet, c'est un hook, c'est un accroche. Le but ultime de l'objet, c'est que les gens, ça leur donne le goût d'ouvrir pour aller voir la suite. C'est la porte à ouvrir vers la suite. Infolettre ou 2025, ça te donne pas le goût d'ouvrir. Absolument. Puis justement, c'est pour ça qu'on essaye dans tes cours de moins utiliser le mot infolette, parce qu'en fait, moi, typiquement, je vais dire le mot infolette parce que ça vient mettre un peu plus clair que je ne suis pas nécessairement dans la prospection par courriel. Il y en a qui viennent me voir pour ça, email marketing, donc prospection par courriel. Je dis infolette parce qu'on est un peu plus dans le nurturing, dans les abonnés à contacter. Mais non, c'est ça. Fait que quand on parle d'infolette, souvent, on va penser juste au courriel promotionnel qu'on reçoit une fois par mois avec des photos, puis clique ici, puis rabais, tout ça. Fait que les gens, effectivement, sont un peu tannés de recevoir ça. Donc, si on parle un peu plus d'email marketing, c'est pour ça qu'on peut être beaucoup plus loose dans le contenu. Puis tu donnais l'exemple souvent à tes élèves dans la cohorte. Tu peux parler de des histoires personnelles. Tu avais parlé d'un match d'un de tes gars. Tu donnes des anecdotes que tu relates à une leçon plus tard. Ça peut mener vers après ça ton call to action plus tard. Puis sinon, un truc facile que je pourrais finir là-dessus pour ce bout-là, c'est, j'avais dit dans ta cohorte, couper dans le gras un peu dans les courriels. Fait que l'erreur, il y en a beaucoup qui ont le syndrome de la page blanche pour commencer, mais à la fin, quand ils finissent par écrire un texte, puis ça s'applique également pour des publications de réseaux sociaux, c'est beaucoup trop long. Souvent, ils se sont attachés à des expressions, à des blagues, puis à des choses qu'ils ont dit. C'est bien correct, mais souvent,
il y a beaucoup c'est très puissant d'aller couper dans le gras. Vraiment, là, réduire. Si tu pars finalement, tu avais écrit un roman, tu avais écrit un courriel de 600 mots, tu es capable de le couper à 300. C'est vraiment la crème de la crème que tu as réussi à garder à la fin. Puis je me souviens, un des conseils que tu m'avais donné, qui pour moi était, pas relativement, était très facile, mais qui n'est pas nécessairement pour tout le monde, c'est que tu me dis, quand tu écris ton courriel, quand tu écris ton infolette, relis-la à voix haute pour voir comment qu'elle sonne. Tellement. Parce que moi, j'écris littéralement comme je parle. Tu sais, quand quelqu'un qui me connaît et qui est en train de lire une infolette, on entend ta voix. Ouais, tu m'entends, tu me vois. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Tu sais, quand tu disais cela, tu sais. Cela et nous. Cela et nous, tu sais, nous croyons que. Non, on croit que. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve super important. C'est quand tu as réussi à faire une bonne infolettre, c'est que chaque personne qui va le recevoir a le sentiment que tu l'as écrit pour cette personne-là. Exact. Donc, moi, quand j'écris une infolettre, j'écris une infolettre pour une personne et le système d'infolette me permet d'envoyer ce message personnalisé à 800, 1000, 1200 personnes. Puis ça, c'est un autre élément que je veux dire. Moi, j'ai ma liste de courriel, j'ai 800 abonnés. Là. Mm-hmm. Juste pour mettre tout le monde en perspective, j'en ai pas 50 000, j'en ai pas 42 000, j'ai 800 abonnés. Puis j'ai un taux d'ouverture depuis que je travaille avec toi, 40% exact. À peu près. Ouais. Fait que ça veut dire qu'à chaque fois que j'envoie une infolette, j'ai 320 personnes qui ouvrent l'infolette et qui la lisent. Ce qui est meilleur que si j'ai 5 000 ou 6 000 personnes sur les médias sociaux avec un algorithme de 2 à 3%. Fait que l'objet, de s'assurer que le but, c'est que tu ouvres l'email. Exact. Quand tu rédiges de cut the crap, exact. D'y aller. Puis l'autre chose aussi que tu m'avais dit, c'est pas une pointe de pizza, là. Moi, quand j'écris, il y a un sujet, un objectif et tout ça. J'écris pas... tu sais, puis c'est drôle parce que ce que vous devez comprendre, c'est que Simon est formateur dans ma cohorte Ligue majeure pour le volet infolette. Et pendant qu'il donnait sa formation sur l'infolette, j'ai reçu une infolette d'un gym que je ne nommerai pas. Ouais, c'est vrai. Et là, on a regardé, premièrement, l'infolette, il y avait plein de visuels. L'infolette s'appelait « Ou 2025 ». Et là, tu avais « Voici notre recette, voici un concours, voici des exercices à faire, voici une promotion, voici... » Et là, j'étais comme... T'es déjà découragé. Je suis déjà découragé, j'ai pas le goût de cliquer sur rien. Mais individuellement, chacun des sujets est intéressant. Mais dans un foutoir... J'ai même pas passé 30 secondes, je me suis désabonné officiellement. Ça devait être la seule infolette qu'ils ont envoyée du mois. Tandis que si on avait envoyé un peu plus des plus courtes, un sujet chaque, tu aurais eu beaucoup plus de chances de te dire dans le moment, je me demandais quoi manger ce soir, recette, ça fait du sens. Clique dessus. Puis l'élément qui est le fun aussi, c'est ce que tu dis, c'est que l'objet, tu sais, dans le fond, d'avoir un bon objet va faire que la personne va ouvrir la première fois. Mais avoir du bon contenu va faire que la personne va ouvrir une deuxième puis une troisième fois. Fait que même si ton titre est bon puis que ton contenu, c'est de la merde, la personne, elle l'ouvrira pas. Puis même à l'inverse, si les gens, ils te connaissent puis que ton objet... Tu sais, moi, mon objet, honnêtement, j'y réfléchis pas tant que ça puis je suis pas en train de le pousser. Non, je pense que tu as quand même déjà des bons réflexes de... c'est ça. Sweet and short, curieux quand même. Puis j'ai une audience captive qui, lorsqu'ils voient que j'envoie une infolette, ils disent la majorité du temps, j'aurais pas tendance à dire tout le temps, la majorité du temps, c'est intéressant. Fait que je vais l'ouvrir ou je vais pas l'ouvrir et tout. Fait que ça c'est un premier conseil dans le copywriting. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent en tête? Oui, très rapidement, un peu comme tu viens de dire, c'est s'assurer exactement un thème idéalement, puis un call to action s'il y en a un. Ça peut être répété 2-3 fois le même call to action pour avoir un petit peu d'emphase là-dessus, mais exactement, si tu as 3 ou 4 choses que tu veux que les gens fassent dans le courriel, ça devient trop de choix. Prends rendez-vous ici, achète ma bouteille d'eau ici. Ouais, réponds si tu veux en savoir plus sur telle autre affaire. Ouais, c'est ça, c'est un call to action. Exact. Faut vraiment... Puis ça s'applique aussi sur les médias sociaux, là, puis encore une fois, je le dis en tout respect, il faut vraiment prendre les gens pour des idiots, là, puis de dire, si c'est trop compliqué, puis trop compliqué étant, il y a 2 appels à l'action, sont comme, mais là, qu'est-ce que je fais? Je clique ou je réponds? Tu je le sais dis plus. Explicitement, mot pour mot, quoi faire. Clique ici pour obtenir telle chose. Ouais. Fait que keep it stupid simple. Ouais. Fait que ça, c'est pour le copywriting. Ensuite de ça,
Bon, la machine de la délivrabilité. Juste le mot, il est dur à dire. J'ai 100% de la difficulté à chaque fois. Fait que ça, c'est de dire quelles sont les meilleures pratiques, parce que c'est bien beau d'écrire des belles infolettres et tout. S'ils se ramassent dans les spams, on n'est pas plus avancé. Ah ouais. Fait que les meilleures pratiques là-dedans, ça serait quoi? Ouais. Mettons qu'on y va pour pas perdre trop de monde tout de suite dans ton podcast à ce moment-là. Dans trois niveaux, écoute, il va y avoir tous les expéditeurs de masse, les envoyeurs de masse, ce que je veux dire, c'est vraiment les gens qui envoient des infolettes, là, fait que plus qu'un courriel à la fois, ont une réputation de nom de domaine. Fait que nom de domaine, on le rappelle, c'est ce qu'il y a, par exemple, pour un site web que www, c'est ce qu'il y a après ça. Ouais. Toi, ça serait marcobérubé.com? J'ai marcobérubé.com, mais technicmoneyball.com. Technicmoneyball.com. Fait que ce serait ton nom de domaine, puis c'est également la même chose pour ton courriel, c'est marco@commercial, par exemple. Fait là, après ça, c'est technicmoneyball.com. Il y a une réputation de nom de domaine à ce niveau-là qu'on peut, on peut suivre avec certains outils en ligne. Si, avec le temps, on a des mauvaises pratiques d'envoi, c'est vraiment pas intéressant, ou les gens ils cliquent sur spam souvent parce que c'est vraiment du spam ce que tu envoies, ben finalement, ton nom de domaine, aux yeux des algorithmes des plateformes comme Yahoo, Gmail, Outlook, ils vont te juger comme étant un petit peu plus louche. C'est comme le score de confiance qu'on envoie à ton nom de domaine. Comme ton dossier de crédit. Et c'est vraiment, ce serait la meilleure comparaison à faire. Un petit peu plus loin, je te dirais que tous les logiciels d'email marketing nous fournissent des IP. On n'a pas à interagir avec ça, puis on n'a pas à comprendre plus loin que ça, mais eux autres aussi essayent de gérer le score de confiance de leurs IP qu'ils fournissent. Fait que dans des cas un peu plus avancés, des fois pour des clients, il faut qu'on écrive au logiciel, qu'on leur dise « Hey, je pense que l'IP n'est pas bon, faut qu'on le change. » Fait que ça en serait un. Je te dirais que le contenu également, que un peu moins souvent la cause, parce qu'il faut vraiment faire constamment, longtemps, fréquemment du contenu qui a des spam triggering words, par exemple, que je veux dire en anglais. Fait que ça serait quand tu utilises beaucoup de mots comme argent, rabais, tu as le droit de les mettre. En fait, c'est vraiment une question de proportion. Si comme 50%. Plein de signes de piastres. Plein de signes de piastres, crypto, puis c'est des mots que majuscules. En soi, tu peux. Mais il ne faut pas t'abuser. Il faut vraiment que tu y ailles proportionnellement. Fait que les majuscules, c'en a un autre, les all caps. Puis c'est encore pire. Les points d'exclamation, beaucoup de ponctuation, ça aussi, c'est quelque chose d'un peu plus alarmant, très scruté par les algorithmes, encore une fois. Puis souvent, je fais la nuance. J'apporte aussi que l'objet, je pense, qu'il est encore plus scruté de ce qu'on a observé pour nos clients. Fait que si tu as beaucoup de majuscules dans l'objet, ça se peut que, peu importe si c'était clean dans le courriel ou pas, ça se peut que ça tombe dans les spams. Fait que si, admettons, mon titre, c'est crypto, cash, point d'exclamation, écran majuscule. Je m'aide pas. Tu t'aides pas, puis écoute, si tu as des super bons taux d'ouverture, peut-être que ce courriel-là, tu vas être correct quand même parce que tu as une bonne réputation de nom de domaine pour l'instant. OK, ben c'est drôle parce que j'aime comment tu le places, c'est que c'est un amalgame de bien des affaires, puis tu pourrais avoir une adresse IP qui est so-so, mais ton taux d'ouverture est bon. Tu pourrais avoir un bon taux d'ouverture, mais ton adresse IP est pas bonne, donc tu pourrais être pénalisé. Fait qu'il n'y a pas une méthode à faire, il y a juste des métriques à faire, mais je pense que ce qui est intéressant de comprendre là-dedans, c'est que dans la délivrabilité, ça fait 2 fois que je l'ai en 2 shots, man, je suis vraiment fier de moi. Plus ton message va être, plus ta liste courriel va être legit. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des gens qui se sont abonnés par eux-mêmes et tout ça. Tu n'as pas acheté la liste, par exemple. Tu n'as pas acheté la liste. Ben, plus tu t'aides et plus tu vas faire du contenu de qualité que les gens vont cliquer, vont consommer et tout ça, plus tu vas travailler sur ton dossier de crédit. Exact. Il n'y a pas de règle, mais c'est juste que si tu as travaillé ou si tu as acheté une liste courriel à quelqu'un, tu fais du super de beau copywriting, ben tu profites au minimum de ce copywriting-là parce que en amont ou en aval, peu importe comment tu dis ça, ben c'est ce qui est rappé parce que ta délivrabilité n'est pas là. Exact. C'est 3-3. C'est ça. Fait que tu le résumes bien. Puis honnêtement, il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte. Je suis en train de skipper un des très importants également, qui est l'authentification, qui lui, c'est très binaire dans le sens que c'est fait ou c'est pas fait en général. Fait que les clients, des fois, on arrive, puis l'authentification n'était pas bien fait avec le logiciel. Fait que ça, c'est pas une question de pratique sur le long terme, c'est plus de mal synchronisé, authentifié avec ta plateforme de nom de domaine puis le logiciel d'email marketing. OK, ça, c'est, admettons, là, moi, j'étais avec ActiveCampaign. Là, quand que je viens pour partir, au début, là, ils me disent d'authentifier, puis là, il faut que je mette mon nom de domaine, puis là, ils vont aller vérifier que mon adresse courriel puis le nom de domaine, ça a une bonne politique et tout ça, puis qui ont des bonnes procédures, puis là, ça va m'aider à partir de ce moment-là. Exact. OK. Tu sais, puis... Mais je sais, à chaque fois qu'on en parle, t'es tout le temps, tu sais, je sais que c'est compliqué, puis tout le kit. Ouais, Chris, c'est compliqué, mais c'est super important. Oh, exact. Parce que c'est la moitié de la job. Je veux dire, t'as bien beau avoir le plus beau message,
Ben, tu sais, mettons, tu tripes sur une fille, là. Puis là, tu y écris une belle lettre d'amour, là. Elle est écœurante, ta lettre d'amour, là. Puis là, tu la donnes à un esti de messager pas fiable, là. Ça se rend pas. T'as pas le résultat, tu te maries pas, t'as pas d'enfant, puis tu vis malheureux tout le restant de tes jours. J'adore cette métaphore-là. Moi, je trouve ça très triste, honnêtement. Ouais, mais tu l'as très bien dit, puis honnêtement, moi, je me suis formé des meilleurs sur le marché américain en premier, en email marketing, puis souvent, ce qu'ils vont dire, c'est l'erreur numéro 1, c'est de maîtriser que le copywriting puis pas maîtriser la délivrabilité. Puis s'il y avait le choix entre un des deux, il prendrait à tous les jours quand même la délivrabilité en premier parce que c'est quand même se donner une chance de se rendre dans la boîte courriel. Tandis que l'autre, c'est incroyable, mais très peu de gens vont le voir ou pas du tout. Fait que c'est vraiment se rendre en premier puis que ça soit bon en deuxième, la priorité. Je suis 100% d'accord avec toi. Fait qu'il y a des meilleures pratiques. Puis, bien évidemment, tu sais, on n'en parle pas, mais c'est un fact. Il faut que tu travailles avec une plateforme de livraison de courrier. Une plateforme pas de Gmail à tout le monde. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui le savent même pas, qui disent « Moi, je vais prendre mon Gmail, je vais mettre 300 personnes en CCI, puis je vais l'envoyer. Ça, premièrement, tu ne respectes pas la règle, la loi C27, C28, anti-pourriel. En tout cas, celle-là, ils font comme exprès. Ils vont faire la C25, la C27, la C28. Tu sais, vous ne pourrez pas genre trouver juste des lettres puis des chiffres différents. Tu sais, la D93 ou la C25, t'es comme... Ça va bien? En tout cas, okay. Tu vois? Rent over. Non. Fait que ça, tu peux vraiment être pénalisé. Tu peux même avoir des amendes pour ça. Fait qu'il faut que tu aies une plateforme. Puis ce que j'avais aimé, puis on va les plugger. Ça va me faire plaisir de le faire. Moi, j'ai utilisé ActiveCampaign. Là, j'utilise maintenant Kajabi parce que toutes mes landing pages sont là-dessus. Mais toi, tu me disais que tu utilises Cyber Impact, qui est une entreprise québécoise. Exact. Puis comme je l'avais dit dans ta dernière cohorte, comme probablement plusieurs personnes, j'avais un peu le préjugé que les gens qui optaient pour cette entreprise québécoise-là, pas celle-là spécifiquement, mais qui prenaient l'option québécoise alors qu'il existe des dizaines ou des centaines d'options sur le marché anglo, que c'était pour encourager local, mais que c'était pas nécessairement une des meilleures. Fait que sur le coup, je me dis, moi, je veux la meilleure plateforme pour mes propres infolettes. Et finalement, c'est en suivant Alex Martel, je pense, je recevais son infolettre, puis ça parlait du fait que maintenant, c'était Cyber Impact qui était utilisé, en fait, dans son cas. Très recommandé, très agréable à utiliser. Puis moi, depuis que j'utilise, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que le support est en français. Je suis correct en anglais aussi, mais c'est en français, c'est québécois et ça prend 2 minutes à avoir une réponse. Fait que on dirait qu'avec le temps, en faisant beaucoup de marketing par courriel, ou en utilisant beaucoup de logiciels, c'est de réaliser que le support est tellement important. Pour plein de plateformes. J'adore Go High Level pour les optimisations, les automatisations qu'on peut faire, mais souvent, ça va prendre 2 jours obtenir une réponse que c'est pas... C'est une question qu'on demande, est-ce que c'est ça, ça ou ça? Puis ils répondent « yes ». Puis après ça, là, tu te dis, c'était 3 jours plus tard, il te renvoie à un autre niveau de support. Fait que oui, effectivement, Cyber Impact. C'est drôle que tu dises ça parce que c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté avec ActiveCampaign. ActiveCampaign, le support était tu sais, aussi banal que j'ai trop d'emails dans ma liste parce que tu sais, j'ai un forfait XYZ. Et là, je veux effacer des listes que j'utilise plus. Et là, ils me permettent pas de les effacer. Là, je suis comme, OK, mais... Pourquoi? C'est ça, là, je demande au support, puis ça a pris 3 jours avant qu'ils me répondent. Mais l'objectif, c'était de faire la promotion de ma cohorte qui commençait bientôt. C'est comme, mais c'est parce que, tu sais, 3 jours... Time is money. Time is money en tabarnouche, tu sais. Fait que la délivrabilité est super importante, puis c'est important de le dire que Cyber Impact, super de belle option québécoise. Je trouve ça important de le mentionner. Et le troisième, qui est encore... qui est vraiment le fun, là, c'est... Les automatisations. Les automatisations. Exact. Fait que, sans qu'on en nomme une tonne, il y a beaucoup de puissance derrière le marketing par courriel. On comprend que tu peux rejoindre qui tu veux. Tu as toutes leurs informations, je veux dire email, des fois le numéro de téléphone, mais tu as leur email, tu as leur prénom, nom de famille. Souvent, tu peux les rejoindre. Tu peux rejoindre qui tu veux, à quel moment tu veux, selon leur comportement, leur engagement. Fait que, par exemple, c'est même pas en plus une automatisation que je te mentionne, mais tu sais, tu peux jouer avec les segments selon les gens que ça fait 30 jours. Toutes les gens que ça fait 30 jours et moins qui ont ouvert un courriel, tu peux leur envoyer un courriel. Tu peux décider d'ouvrir le segment, avoir encore plus de monde là-dedans. Puis après ça, si on revient aux automatisations, il y a vraiment le fait que les gens, tout fraîchement, quand ils rentrent dans ta liste de contacts, tu peux choisir le parcours que tu veux qu'ils aient. Vraiment, fait que s'ils arrivent d'un formulaire, tu peux décider que les courriels qu'ils vont recevoir automatiquement, ça soit cohérent. En fait, j'encourage à ce que ce soit cohérent avec le fait qu'ils ont rempli
ce formulaire-là. Fait que là, les courriels par la suite, tu le sais que c'est des gens qui arrivent probablement de telle publicité, peut-être de réseaux sociaux, qui avaient ce problème-là, qui ont rempli ce formulaire-là à cause de cette information-là. Donc, tu peux t'assurer que les courriels par la suite sont cohérents. Si tu as du monde qui ont acheté, par exemple, ton livre, ben là, tu te dis, ça se peut que ce soit des gens qui en savent plus sur moi, qui me connaissent déjà, qui ont consommé mon contenu. Fait que c'est des gens qui sont pas à la même place dans les awareness levels, dans les niveaux de conscience qu'on parle souvent en marketing. Fait que déjà, tu peux leur créer des parcours différents. Là, je suis pas en train de dire non plus qu'on crée des centaines d'automatisations différentes pour ces clients-là. Souvent, ça va finir qu'ils reviennent dans le même bassin avec le temps parce qu'ils continuent d'être nurtured. Ils peuvent juste faire le tour. Tu sais, l'exemple que je pourrais te donner, c'est que, admettons, je vais faire une pub pour ma cohorte. Et là, les gens qui vont compléter le formulaire de ma cohorte, ben, ils vont recevoir 1 ou 2 courriels, 3 courriels qui vont parler un peu qui je suis, mais je présume qu'ils le connaissent déjà parce que c'est une cohorte à 3000 $. Et là, après 2-3, là, ils vont se faire inviter à un appel découverte. Ouais. Mais ceux qui achètent mon livre vont recevoir un 3-4 courriels sur une plus longue période parce qu'eux ne me connaissent pas nécessairement, qu'ils aient le temps de me lire, qu'ils aient le temps de développer. Et lorsqu'ils vont arriver au 4e, 5e courriel, ben là, je peux les faire rentrer dans mon autre séquence où est-ce que là, je peux leur parler de ma cohorte. Ouais. Fait qu'il y a une réflexion qui est faite derrière tout ça. Puis, la seule chose que moi, j'ai pas embarqué encore, parce que, ben honnêtement, je sais pas comment ça marche, puis je connais pas l'application qui va avec, c'est que tu peux avoir du lead scoring. Ouais. Ça, est-ce que toi, tu travailles avec ça? Oui, ben ça dépend des plateformes, je te dirais. Okay. Ben justement, là, beaucoup de nos clients actuellement, on go high level, fait qu'on s'amuse beaucoup avec ça, entre guillemets. Là. Ouais. On s'amuse. Oh, tu t'amuses. Mais on fait des scores différemment. Ouais, c'est le fun. On s'amuse. Fait que, oui, effectivement, surtout les équipes qui ont des setters, par exemple. Fait que ça, on va mettre des lead scores quand ils ont... Puis pour ceux qui ne comprennent pas nécessairement lead scores, ce que ça veut dire, c'est qu'on va attribuer des points selon le comportement des leads. Ouais. Donc, les gens, par exemple, qui ont atteint un niveau d'engagement qui ouvre X nombre de courriels à l'intérieur d'un certain temps, on peut assumer qu'ils ont un certain type d'engagement quand même, on leur donne des points. Tu peux leur donner des points, mettons, ils ont ouvert le courriel, rapidement, ils ont ouvert le courriel et ils ont cliqué sur le lien. On peut donner encore plus de points, c'est encore plus d'engagement. Et là, c'est dire que tant qu'ils n'ont pas atteint 100 points de lead scoring, on les envoie pas dans la prochaine séquence parce qu'ils sont pas prêts encore. Exact. Fait la personne elle arrive parce que c'est effectivement le cas. Tu envoies un courriel à 2 personnes. Dans ce courriel-là, ben, il y a, exemple, un épisode de mon podcast. Puis après ça, il y a un hyperlien qui amène à mon site web. Je vais donner ça comme exemple. Ben, tu peux avoir une personne qui ouvre le email, that's it. Puis tu peux avoir une autre personne qui ouvre mon email, qui regarde la vidéo, qui clique sur le lien et qui s'en va sur le site. Fait qu'on parle de 2 personnes qui ont ouvert le email, mais il y en a une qui est bien plus engagée. Ouais. Fait que si j'ai envoyé un email à veux-tu booker un appel exploratoire, bien plus d'intérêt avec le deuxième, tout ça. Et le lead scoring permet de faire ça. Exact. Fait que on travaille main dans la main avec les équipes marketing. Puis ceux, comme je mentionnais, qui ont des setters, des fois qui sont prêts à répondre, ben, des fois, on fait une notification automatique. Quelqu'un qui a atteint tel niveau, ben, tu pourrais prendre la chance d'y écrire hey, comment ça se passe de ton côté, avais-tu de l'intérêt? Parce qu'on le sait qu'on vient de brasser quelque chose, ils sont vraiment réchauffés, ils sont vraiment intéressés. Fait qu'effectivement, le lead scoring, c'est quelque chose de super puissant que tu peux faire avec le marketing par courriel. Ça te montre, puis tu sais, ce que tu me dis en exemple comme parcours aussi, on comparait vite avec les réseaux sociaux tantôt, là, les emails réseaux sociaux, c'est, mettons, toi, tu as les taux d'ouverture de 40%. Fait que même si tu as une beaucoup plus petite liste, tu vas quand même parfois régulièrement aller chercher plus de gens qui vont avoir vu ton contenu dans le email que 2 à 5% ou 2-3% sur Facebook, par exemple. Ben, puis je mets une parenthèse là-dessus. Puis c'est encore plus important. Si j'ai 5000 personnes sur les médias sociaux, puis que j'ai 5% qui voient mon contenu, ben 5%, c'est 250 personnes, mais c'est 250 personnes de ma communauté de médias sociaux. Donc, ça peut être mon oncle, ma tante, ma mère, ça peut être des gens qui me suivent à cause du décoqué. Tu sais, il y a un éventail très, très large. Mais les 800 personnes, là, moi, c'est 800 personnes qui ont laissé leur courriel parce qu'ils veulent de l'information sur le marketing et l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Fait que d'un côté, j'ai 250 plus ou moins qualifiés, puis de l'autre bord, j'ai 320 qualifiés. Vraiment. Fait qu'on on a une meilleure quantité, puis on a une meilleure qualité. 100%. C'est beaucoup plus intime, vraiment, comme relation. Puis on le voit beaucoup sur LinkedIn. Les gens, ils vont avoir des gros comptes, mais régulièrement, ils vont dire je continue cette histoire dans mon infolette ou rejoins mon infolette cette semaine, je vais parler de telle chose parce qu'on veut vraiment aller chercher cet actif-là de gens qui sont encore plus intéressés. Fait que, bref, je refaisais le parallèle avec les pourcentages, mais tantôt, tu donnais en exemple, par exemple, quelqu'un qui achèterait le livre ou qui arriverait d'une autre façon. J'envoie une séquence de tant de jours. Mais ça, avec les réseaux sociaux, tu n'as pas non plus le contrôle exact sur quand est-ce que les gens vont recevoir ton contenu. LinkedIn, souvent, moi, je vois
vais voir des publications de 3 semaines qui sont encore en train de blow up. Ben moi, c'est le timing que je le vois. T'sais. Tandis que toi, si tu veux exactement mettre un délai de 24 heures entre 2 courriels, ben les gens, ça va être exactement dans 24 heures qu'ils vont le recevoir. Tu as 100% le contrôle sur les délais qu'ils vont le recevoir. Puis c'est 100% 24 heures suite à l'ouverture du courriel? Ou c'est 24 heures? Tu sais, mais si on l'envoie le mercredi à 3 heures, ils vont envoyer le deuxième jeudi à 3 heures ou... J'ai le goût de sourire parce que tu peux faire les deux, Marco. OK, parfait. Tu peux décider que ça soit 24 heures après le premier envoi. Tu peux décider que, condition, si ça a été ouvert ou pas, on le renvoie ou on en envoie un autre 24 heures plus tard après l'ouverture. Fait que on peut s'amuser vraiment beaucoup. On peut geek en masse avec l'email. Mais J'adore ça. Mais c'est ça. Mais ça montre les possibilités infinies de ça. Puis le retour sur investissement, il est là. C'est ça l'affaire. Puis pour moi, c'était les chiffres que tu m'avais sortis. Je ne sais pas si tu les connais encore par cœur. C'était quelque chose qui me jetait à terre. Parce que officiellement, ton retour sur investissement de ton email marketing, ben ta liste courriel, tu l'as. Puis c'est le temps que tu prends pour rédiger ton courriel. Mm-hmm. Et tu as quelques dollars par mois pour ta plateforme et tout ça. Fait que tu sais, moi, je me souviens la première fois que j'ai lancé ma cohorte, j'ai envoyé une liste, un emailing. À l'époque, j'avais peut-être 650 personnes. Puis sur les 650, j'ai 3 personnes qui se sont inscrites à ma cohorte via mon infolette. Fait que là, on vient de tomber à 9000 de revenus sur 600 quelques. Puis je te le dis, c'est là, puis c'était suite à ce qu'on s'était parlé. J'avais commencé à changer un peu ma façon parce que c'est vrai qu'avant, tu sais, puis je le dis en toute transparence, tu sais, j'apprends le marketing à tous les jours, même si je suis un expert en marketing, ça change tout le temps, tout le kit. Puis j'utilisais beaucoup mon infolettre, puis c'est là que je dis que je suis cordonnier mal chaussé, je l'utilisais beaucoup à des fins égoïstes. Moi, c'est de dire, j'ai une cohorte qui s'en vient. Hey guys, cohorte qui s'en vient. Mm-hmm. Puis là, quand on s'était parlé, c'est de dire, non. Amuse-toi un peu avec ça. Fait que là, c'est 1 sur 5, 1 sur 6 que je parle vraiment que je vends vraiment quelque chose. Le reste du temps, c'est hey guys, puis souvent, là, puis ça, c'est quelque chose aussi que c'est une recommandation, puis je serais curieux de t'entendre là-dessus. Souvent, moi, je recycle du contenu, là. Tu sais, tu me parlais là, de l'infolette que j'avais écrit là, sur le tournoi de basketball de mon fils, puis tout le kit. Mais c'est un post que j'avais mis sur LinkedIn, puis c'est un post que j'avais mis sur Facebook. Mais ça veut pas dire que les gens qui me suivent sur mon infolette me suivent sur LinkedIn et me suivent sur Facebook. Fait que toi, le recyclage de contenu, tu es à l'aise avec ça? Absolument. Je te dirais que c'est souvent la méthode. En fait, c'est carrément la méthode qu'on utilise pour nos clients. Le but aussi, c'est que ce soit clé en main pour nos clients. Fait qu'on les gosse pas chaque semaine, nous dire hey, de quoi est-ce que tu as envie de parler cette semaine? Non. Souvent, c'est des gens qui ont. Pour que ça vaille la peine de faire du marketing par courriel, ils ont déjà un bon front-end de tunnel de vente. Fait qu'ils vont faire de la pub des réseaux sociaux, typiquement. Mm-hmm. Puis, ils rendent des leads de cette façon-là, mais ça veut dire qu'ils créent du contenu, ils ont des podcasts, des vidéos YouTube, ils postent sur les réseaux sociaux. C'est une mine d'or, ces affaires-là. Puis les emails, en fait, des fois, probablement que 30 secondes de parler à haute voix, ça peut remplir un email, honnêtement. Fait que ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de segments puis de morceaux que tu peux aller prendre dans des contenus puis le repurpose en courriel par la suite. Tu peux t'amuser après ça avec les call to action, avec les intonations. Tu peux changer l'histoire, l'allonger un peu, tout ça. Mais c'est, honnêtement... De toutes mes dernières années, j'ai jamais vu quelqu'un qui a répondu « Hey, j'ai déjà posté ça sur une autre plateforme. » Je l'ai vu vraiment pas. Ça arrive pas à ma connaissance. Puis en plus, honnêtement, quand même ce serait le cas, dans l'objet, ils ne savent pas nécessairement que c'est de ça que tu vas parler. Tu n'as pas un objet sur ton post de réseaux sociaux. Là. Fait qu'ils ne le savent pas nécessairement. Ils vont l'ouvrir, ils vont l'ouvrir. C'est un call to action. Puis tu sais, puis encore une fois, on en parlait tantôt, là. Je fais un post sur les médias sociaux, j'ai 5000 personnes, il y en a 250 qui vont le voir, il y en a 4750 qui ne l'ont pas vu, puis il faut que dans ce 4750-là, ils soient tous inscrits à mon infolette. Fait que tu sais, des fois, tu sais, on en parlait dans un précédent podcast, puis on disait, tu sais, t'es pas le personnage principal de l'histoire de tout le monde. Là. Les gens sont submergés de posts Facebook, posts LinkedIn, TikTok, Instagram, Snapchat, infolette, tout le kit. Fait que tant que ton contenu est intéressant, divertissant, et qui fit avec ton audience, tu vas être capable d'avoir des résultats. Là, en termes de... Mettons qu'on parle de statistiques, puis j'en ai en tête, puis je veux t'entendre là-dessus parce que je veux valider si c'est bon, c'est que il y a aussi une stratégie à faire du fait que quand tu publies tes infolettres, ben, tu as des statistiques à regarder qui est ton taux d'ouverture, qui est ton taux de clic, qui est ton taux de désabonnement, puis tout le kit. Mais il y a quand même des standards à atteindre. Puis tu sais, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, puis qui est comme...
Je sais pas, tu sais. Mais mettons, comme on disait, moi, un taux d'ouverture de 40%, c'est un très bon taux d'ouverture. Absolument. Où est-ce qu'on commence à s'inquiéter? Fait que, écoute, je te dirais, il y a quelques années, les email marketers, les meilleurs au monde, je te dirais, ils disaient que, eux autres, ils géraient des listes de plusieurs centaines de milliers de personnes, ils disaient qu'ils faisaient tout le temps d'être au-dessus de 15%. C'est vraiment, statistiquement, c'était quand même là que ça allait chercher. C'était comme le threshold pour pas tomber dans les spams, c'était pas trop bas, mais il allait quand même chercher, écrire à tout le monde le plus possible. Maintenant, on va recommander d'être au-dessus de 20-25% idéalement. La nuance, je te dirais, c'est que c'est très normal que lorsqu'on commence, on a une plus petite liste, le pourcentage d'ouverture soit plus haut. C'est vraiment quand avec le temps, tu continues de grossir ta liste d'abonnés, il y en a des moins intéressés. C'est normal que ça baisse. Puis le tien est effectivement très bon. Puis je te dirais que pour cette taille de liste-là, on va plus, admettons un taux régulier, j'ai l'impression que je verrais peut-être plus en moyenne 30%. Mettons, toi, 40%, tu es quand même très, très d'avance. Les gens sont sincèrement intéressés à la taille de liste que tu as. Regarde la caméra. Fait que c'est très, très bon. C'est un bon point de départ. Puis, tu sais, juste pour le tie-in avec les problèmes de délivrabilité, souvent, quand on a des problèmes de spam, on va le savoir parce qu'on a de très mauvais taux d'ouverture. Si tu as 5% du jour au lendemain, s'il y a quelque chose qui se passe mal, tu es tombé dans les spams, probablement. Mais si pendant une certaine période de temps, tu as vraiment des mauvais taux d'ouverture parce que c'est pas intéressant ou tu envoies à du monde qui ouvre plus tes courriels, fait que c'est une autre histoire avec les segments des gens actifs ou pas. Ben, si tu as de très mauvais taux d'ouverture comme indicateur d'engagement, les algorithmes comme de Gmail, Yahoo, Outlook, etc., ils vont se dire peut-être que le score de confiance, ça va le baisser parce que le monde, sincèrement, ils n'ont pas l'air d'être intéressés. Ils envoient peut-être du spam. Fait que ça aussi, ça peut te faire tomber dans les spams. Fait que c'est un ou la l'autre. Poule ou l'œuf, exactement. Fait que ça veut dire que si tu es à 25% et moins, pose-toi des questions. Puis moi, ce qu'on m'avait dit, c'est c'est là que l'objet fait toute la différence. Mm-hmm. Ça se peut que tu sois dans les spams et tout, là, mais si ta délivrabilité est bonne et tout, puis que tu reçois un courriel, puis que tu n'as pas le goût de l'ouvrir, ça veut dire qu'il faut que tu te poses des questions sur est-ce que je l'envoie au bon moment, la bonne journée, à bonne heure, est-ce que mon titre fait du sens, est-ce que mon je cherche tout le temps le terme. Est-ce que pas le destinataire, mais l'envoyeur est bon? Parce que ça, on n'a pas parlé. Ouais. Mais c'est sûr que si j'envoie un courriel qui est de la technique Moneyball. C'est tellement faceless, là. C'est ça. Ou j'envoie un courriel de Marco Bérubé, il y a plus de chances que les gens vont l'ouvrir. Puis tu sais, c'est très souvent. Puis toi, ta recommandation que tu disais, c'est que si tu travailles pour une grosse entreprise, puis qu'il faut que tu sois quand même. Mais ça pourrait être Simon de chez Zellers. Ouais. Fait qu'au moins, Zellers, t'as-tu connu? Oui, j'ai connu. OK, parfait. J'ai un Zellers et un Serious Project. OK, parfait. Fait que tu sais, Simon de chez Zellers, au moins les gens sont capables de le voir, mais t'as mis une identité propre de dire que c'est Simon qui envoie le truc. Fait que si t'as pas un taux d'ouverture qui est intéressant, ben c'est de te poser la question, c'est qui l'envoyeur, puis mon objet, puis la délivrabilité, mais ça, c'est dans un deuxième ordre. Après ça, les gens, ils ouvrent mon courriel. Taux de clic. Oui, taux de clic aussi à surveiller. Écoute, ça, je te dirais que c'est. Je veux dire qu'il est un peu moins important que le taux d'ouverture dans le sens que ça dépend vraiment de c'est quoi ton call to action, c'est quoi ton lien, la chose à cliquer. Donc, tu sais, je te dirais que tu vas peut-être voir du 1, 1,5. Des fois, c'est très bon, 2%. Mais je trouve ça intéressant. Puis c'est ça les chiffres que j'avais en tête. Mais je trouve ça le fun parce que, tu sais, les gens qui ne le savent pas, la personne arrive et dit c'est de la merde, ma liste courriel. À chaque fois que j'envoie ça, j'ai 4% de clics. C'est comme champion. C'est ça. Puis je suis d'accord avec toi de dire que le clic est bien secondaire à l'ouverture parce que déjà s'il n'y a pas d'ouverture, il n'y aura pas de taux de clic. Fait que tu dis 1,5, 2%. C'est quand même très bon, je te dirais. Puis la nuance que j'apporterais, c'est que, encore une fois, ça dépend de la taille de ta liste. Une toute petite liste, les gens sont probablement qu'ils te connaissent un peu plus. Ouais. Peut-être des parents, des amis qui se sont ajoutés là-dedans au début. Fait que tu as des bons clics. Bon, excellent, parfait. C'est parce que tu as assez de monde dans ta liste pour ça. Mais, fait que il y a une différence si tu envoies une ressource gratuite. Mettons que tu as fait un nouvel article de blog puis tu mets un lien, ben ça, c'est pas une grosse demande. Tu leur demandes pas d'acheter quelque chose. Ouais. Typiquement, le pourcentage va être plus haut sur quelque chose de gratuit. Tu leur donnes de la valeur. Si tu promouvois quelque chose, typiquement, il va être un peu plus bas et c'est normal. Fait que c'est là qu'on va voir un peu plus du 0,5 à 1%. Puis c'est au-dessus d'1%, proche de 1,5, c'est quand même. Est-ce que ça l'impacte positivement ma délivrabilité? Oui.
plus ton pourcentage est bon régulièrement, plus ça impacte. Et après ça, il n'y a rien pour le mesurer exactement. Fait que ça, tu vois, c'est une tonne d'informations qu'on le sait. C'est pas public, les algorithmes, de comment ils nous jugent pour notre score et tout ça. Mais oui, effectivement. Mais ma question était, si j'envoie toujours des infolettres en disant « Inscris-toi à ma formation, clique ici pour... » Le bon taux de clic va être très bas. Ouais. Mais si je fais un mélange puis je dis « Hey, je vais envoyer mon plus récent article de blog, je vais envoyer mon dernier épisode de podcast, je vais envoyer une ressource gratuite. » Ben là, j'ai des gens qui cliquent, qui vont aider ma délivrabilité, qui vont me permettre d'être moins facilement dans les spams. Oui, vraiment. Okay. Puis, tu sais, je te dirais, si on y va par ordre d'importance aux yeux de l'algorithme, il y aurait, c'est ça, ouverture, avoir le plus d'ouverture possible, c'est un premier niveau. Un clic, ça vaut encore plus. C'est quasiment comme du lead scoring, mais les algorithmes, un clic, c'est encore plus d'engagement. C'est quelqu'un qui a fait confiance à un lien que tu as envoyé. Une réponse à un courriel. Fait que tu vois, des fois, quand on veut réactiver des segments de contacts qui sont plus endormis, qui sont plus inactifs, on va essayer d'avoir un objet vraiment flashy pour ça ouvre. On va leur rappeler en équipe et on va leur demander une réponse des fois. On va trouver des façons d'avoir une réponse. Ça veut dire encore plus que c'est quelqu'un qui te connaît. Puis sinon, plus exceptionnellement, je dirais, dans le premier courriel, souvent, une séquence de bienvenue, on va demander aux gens des fois, je vais t'envoyer d'autres courriels si tu veux m'ajouter comme contact. Fait que c'est comme l'ultime niveau de confiance également. Fait que je te dirais, c'est un peu l'ordre. Fait que c'est un peu les indicateurs que tu peux essayer d'utiliser. D'améliorer ton taux d'ouverture. Si tu vas chercher des clics, tu vas chercher des réponses, tu vas chercher surtout les réponses. Ouais. Ben, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que tu as tout intérêt à bâtir une stratégie puis de dire, tu sais, je vais envoyer une infolette par semaine puis de dire, bon, il y en a une, ça va être un clic sur un article de blog. Le deuxième, ça va être un clic sur une ressource gratuite. Le troisième, je vais demander une réponse. Puis le quatrième, je vais demander, ça va être un call to action pour vendre mes patentes. Fait que là, tu as une espèce de mélange qui fait que tu vas être capable de jouer avec ça parce que ça, c'est l'autre chose aussi. Si c'est toujours le même type d'infolette, c'est drôle parce que je suis en train de te dire ça, puis je réfléchis que je fais toujours le même type d'infolette. Mais tu sais, moi, c'est toujours du texte écrit de base. Oui, mais c'est l'histoire des angles différents, par contre. Oui, c'est ça. L'angle est différent parce que ça aussi, c'est quelque chose. C'est que, ça, tu me le disais, de dire, prenez en considération que 90% des gens consultent leur courriel sur un téléphone. Fait qu'arrêtez de faire des astuces d'infolettes avec des photos, puis des images, puis du graphisme, tout le kit. Moi, quand j'envoie un courriel, c'est du texte. C'est écrit là. Clic, 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 clic. Salut, il m'est arrivé ça. Voici ce qui est arrivé. Bing, bang, fling, flower. Ça revient au feeling du one-on-one, comme tu disais, quand tu écris un email. Exactement, 100%. Ouais. Puis la dernière statistique que je voudrais regarder avec toi, que je trouve intéressante, c'est le taux de désabonnement. Ça, c'est inévitablement que ça a l'impact. Absolument. Mais pas nécessairement. Ça n'impacte pas nécessairement négativement si c'est en petite quantité. Oui, parce qu'il faut comprendre de toute façon, ça ne sert à rien d'essayer de ne pas en avoir. C'est tout à fait normal d'en avoir. Puis ça, tu vois, j'aurais pu aussi mentionner ça dans notre volet de délivrabilité tantôt. C'est très important d'avoir le lien des abonnés. Puis ça revient aussi au fait que c'est pour ça qu'on ne veut pas envoyer plein de courriels à plein de monde de notre compte Gmail, par exemple. Parce que ça ne le fera pas automatiquement, ça ne te mettra pas un lien pour se désabonner. C'est comme si tu envoies ça à plein de contacts que tu connais. Fait que les plateformes, les logiciels email marketing, ils vont typiquement, pas typiquement, ils n'ont pas le choix, il va tout le temps avoir un lien différent ou pas, mais se désinscrire qui va être là. Fait que ça, c'est super important de l'avoir. Fait que je voulais le plugger, puis qu'il soit bien visible. Parce qu'il y a également des entreprises qui le savent, que c'est obligé d'être là, où ils ne peuvent pas l'enlever, mais ils vont le mettre gris sur gris ou ils vont le mettre super minuscule. Fait que moi, je dis tout le temps l'exemple, qu'est-ce que vous pensez qui arrive si les gens ne trouvent pas le lien, se désabonner, puis ils veulent se désabonner? Ils vont juste vous mettre en spam à la place. 100%. Ils vont pas juste faire « Ah, tant pis, peut-être quelques-uns », mais ils vont cliquer sur spam à la place. Ouais. Fait que vraiment, vous remplirez votre cas. Fait que ça, il y en a de plus en plus, en fait, justement, pour vraiment bien protéger leur délivrabilité. Puis on va le faire pour certains clients qu'on veut prendre les devants. On va même écrire « Se désabonner » dans le top du courriel. Vraiment, on veut le mettre dans leur face. Mais là, maintenant tu l'as sur Gmail. Ouais, on dirait, on le voit aussi comme option. T'as vraiment l'option en haut à droite de désabonner, tout le kit, puis moi, je me désabonne parce que ça aussi, c'est quelque chose qui à mon sens, puis au début, j'étais de même. Là, moi puis j'envoie une infolettre, là, je regarde, j'ai eu 3 personnes qui se sont désabonnées. Tu checkes leur nom. Ah ouais, c'est ça. Là, tu cliques ici, puis là, tu fais quand si Sonia. J'en reviens pas Sonia que t'as fait. Ouais, c'est ça, je vais y envoyer un courriel. Mais officiellement, moi, je trouve ça, au final, je trouve ça positif parce que il y a 2 choses. Premièrement, Sonia vient de me dire que le contenu que j'ai envoyé ne l'intéresse pas. Fait que, tu sais, c'est une petite clochette qui sonne de dire « Hey, ton contenu est assez plate pour que la personne se désabonne » ou il est trop fréquent ou, en tout cas,
il y a quelque chose dans ta stratégie qui fait que les gens ont le goût de se désabonner. Fait que normalement, introspection, qu'est-ce qui se passe? Puis la deuxième chose, qui est probablement plus importante encore, c'est que si ça t'intéresse plus, là, ben désabonne-toi. Ben oui. Je veux dire, moi, j'ai pas de problème. J'aime mieux avoir 750 personnes qui trippent sur ce que je fais que 800, puis il y en a 50 là-dedans qui ouvrent pas, qui cliquent pas, qui fait que ça tue tes indicateurs d'engagement. Ouais. Fait que, tu sais, il faut pas prendre... Fait que c'est quoi? C'est moins de 1%? C'est ce qui serait tolérable? On va viser même moins que 0,5. Tu n'auras pas des problèmes de spam du jour au lendemain. En fait, si c'est au-dessus de 0,5, justement, peut-être lever le flag de OK, c'est peut-être quand même un peu poche ce que vous envoyez cette semaine. Parce qu'effectivement, tu sais, il y a quand même des gens qui vont se désabonner même si notre contenu est bon. Puis ça veut juste dire, écoute, c'était pas pour eux, puis ils n'auraient pas acheté probablement. Si moi j'en ai 800, 1% c'est 8, 1,5% c'est 4. Ouais. Fait que quand j'en ai 3 qui se désabonnent sur une infolette, c'est 0,37. Je veux dire, on se chicane pas avec ça. C'est simple, c'est correct et tout. Tu peux encore te dire c'est bon ton contenu. OK, parfait. Faut juste... fait que c'est vraiment la faute à Sonia. Et voilà. Ouais, c'est Sonia tout seul. C'était pas pertinent. Ouais. OK. Tabarnouche, c'est un masterclass d'infolette. On a roulé... Écoute, y a-tu d'autres choses? Écoute, tantôt tu te demandais, je continue pas de renchérir, inquiète pas, mais tantôt tu parlais c'est un gros retour sur investissement, le marketing par courriel. Ouais. J'ai la stat, ça te rappeler dans le podcast, si tu veux. Fait qu'on parle, ça dépend des années, évidemment. Fait qu'on va dire que c'est entre 3600 et 4200%. Fait que 36x, 42x, le retour sur investissement quand on compare au prix d'un logiciel versus l'argent qu'en moyenne, toutes les industries confondues vont faire avec le marketing par courriel. Puis rappelons-le, la plupart des contacts, les leads qu'on a là-dedans, on les a pas achetés en achetant une liste. De manière, je le recommanderais pas. C'est souvent les entreprises qui ont investi full l'argent dans la publicité. Il y en a là-dedans qui achètent sur le coup, puis c'est le 3%, on parle souvent de la statistique, 3% des acheteurs vont acheter maintenant, puis 97%, il faut tes nurture sur le long terme. Tous ces gens-là, après ça, des fois, ils oublient, ils font pas grand-chose, ils envoient une infolette qui est plus intéressante. Fait que c'est des contacts que tu as déjà payé pour ou que tu les as obtenus gratuitement sinon. Fait que c'est tellement peu coûteux pour le retour sur investissement que tu peux faire. Là. Fait que... Tu sais, moi j'ai plein de stratégies d'acquisition de courriel. J'ai la menace d'un couteau. Non, c'est pas vrai. Non, c'est les gens qui achètent mon livre. Ça, c'est le premier. Puis le pire, c'est que les gens qui achètent mon livre, j'ai fait un double... un double opt-in, confirmation? Ouais. Non, parce que ceux qui l'achètent via moi, ben eux autres, ils laissent leur courriel parce qu'ils procèdent à un achat en ligne. Et ceux qui l'achètent en librairie, je les invite à aller sur mon site web pour pouvoir télécharger les documents de travail. Smart. Fait que là, ils vont chercher le courriel là. Fait que là, j'ai ces deux-là. Après ça, tu sais, il y a maintenant, là, avec l'AI, puis avec Kajabi, puis avec Canva, puis tout le kit, moi, quand je donne des formations, tu sais, des fois, je donne des formations de 2 heures, 3 heures et tout, j'aime ça faire un landing page. Parce que, tu sais, je donne la formation en ligne, là, les gens, ou en personne, puis là, les gens, ils regardent, puis ils voient ma présentation, mes slides et tout, puis moi, je les offre à la fin, ça me dérange pas. Et là, je dis aux gens, je dis, voulez-vous ma présentation? Puis ils sont comme, oui, on aimerait vraiment ça. Mais vous avez juste à aller sur ce landing page-là, vous laissez votre courriel, je vais vous l'envoyer. Automatisation qui est déjà faite, il s'en va. Boom. Fait que là, si j'ai 40 personnes dans la formation, puis j'en ai 5, 10, 15, 20 qui laissent leur courriel, parce que, tu sais, le pourcentage n'est pas si grand que ça, ben là, je vais en chercher là. Après ça, sur les médias sociaux, tu peux aller en chercher et tout. Les gens qui s'inscrivent dans mon groupe Facebook, ils peuvent laisser leur courriel. Là, la seule affaire, c'est juste que je me pose la question de prendre ce courriel-là et de le rentrer manuellement dans l'application. Est-ce que ça me nuit? Je te dirais, j'ai même, pour un client, à un moment donné, on a trouvé un outil en ligne qui nous permet peut-être d'automatiser la connexion entre le groupe Facebook et le logiciel. Fait qu'on les rentre automatiquement. Je pense qu'après ça, c'est tout le temps de s'assurer, peut-être l'écrire à quelque part. Tu vas être ajouté à la liste, comme ça. Oui, c'est ça. Je l'écris dans la question. Vous pouvez laisser notre courriel. Si vous laissez votre courriel, je peux vous ajouter à mon infolette, tout le kit. Fait qu'il laisse pas. C'est pas une question obligatoire. OK, en plus. Voilà. Mais là, on est vraiment dans la philosophie Moneyball de... Tu vas chercher un peu de courriel avec tes ventes en ligne, tu vas chercher un peu de courriel avec tes ventes en librairie, tu vas chercher un peu de courriel avec tes formations, un peu de courriel avec ci, un peu de courriel avec ça. Mais chacun de ces courriels-là, qui fait un 5 de plus, un 10 de plus, tu sais, officiellement, ma stratégie 2025, automne 2025, qui va commencer bientôt, je veux vraiment améliorer, grossir ma liste courriel, mais de gens pertinents, tout le kit.
Puis tant que t'es formateur, c'est des possibilités de revenus infinis, des idées à tester infinies également, des funnels à tester. Plus tu grossis ta liste, plus après ça, tu n'as pas à te demander « Ah mon Dieu, comment que je vais promouvoir telle chose, telle chose. » Tu as une liste de gens qui vont te lire. Tu essaies des funnels, tu essaies des landing pages, tu essaies des nouvelles offres. Tu peux même leur poser des questions, faire des sondages. Il y en a-tu qui seraient intéressés par ça? Mettez-vous dans la liste d'attente. Tu fais ce que tu veux avec ça. Puis tu vas avoir des pourcentages quand même relativement stables. On en avait parlé dans ta cohorte récemment. Tu peux faire des posts sur les réseaux sociaux. Il y en a qui performent super bien, il y en a qui performent moins bien. Ben, toi, en moyenne, si tu veux faire des calculs, des prévisions, tu peux t'attendre à ton 40% de moyenne de taux d'ouverture. Puis ton clic ne changera pas trop en moyenne. Fait que tu peux vraiment faire des prévisions d'avance de c'est quoi que tu vas avoir comme revenu par-ci. Alors, j'ai trouvé ça fort intéressant. Puis tu sais, je l'ai dit puis je le répète, là, Infolettre était un outil qui était dans le deuxième tiroir du coffre à outils, là, que je sortais de temps en temps quand j'en avais besoin. Là. Et dans la dernière année et demie, c'est devenu un des premiers outils que j'utilise, c'est-à-dire dans ma stratégie de création de contenu hebdomadaire, l'infolettre est un essentiel et je dois le faire. Puis puis c'est ça qui est le fun, c'est que quand j'ai travaillé avec toi, ben tu as tellement simplifié la patente que au final, c'est parce que moi, j'ai toujours réfléchi à stratégie d'infolette. Il faut qu'il y ait non, Chris. Ça va être fun à entendre en audio. Ça. Ouais, on va mettre des sous-titres. Non, mais tu sais, c'était comme une complexité. Mais là, c'est rendu, j'ai un épisode de podcast qui vient de sortir. Ben, on va faire une infolette pour dire aux gens que le podcast est sorti. J'ai une nouvelle cohorte qui va partir. On va le mettre en podcast. J'ai fait un post sur LinkedIn qui a marché. On va le mettre en infolette. J'ai mélangé tous les mots et tout. Là. Mais vous comprenez l'essence de dire que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Absolument. C'est un contact direct. Réfléchissez vraiment à ça. Là. C'est de dire, imaginez que vous envoyez un courriel à une personne, mais que vous avez la possibilité d'envoyer ce courriel-là 800 fois. Fait que c'est pas compliqué d'écrire un courriel à quelqu'un. Là. Je veux dire, écoute ce podcast-là, c'est vraiment bon. That's it. Exact. Fait, la stratégie qu'on a pour nos clients, ça va être, on va focusser beaucoup de temps sur les automatisations parce que tu fais une architecture, mais après ça, le contenu, effectivement, on pense, on regarde les statistiques, on regarde les moments à quel moment envoyer, on fait une rotation de contenu, mais l'important, c'est d'envoyer du contenu puis d'avoir des touchpoints. Vraiment. Là, et puis tu sais, commencer par la base, là. Tu sais, avant de commencer à tomber dans l'automatisation, puis le lead scoring, puis le ci, puis le ça, puis c'est de dire, assurez-vous d'envoyer d'avoir une bonne liste, first. Assurez-vous d'avoir une liste. Puis ensuite, envoyez un courriel par semaine pour commencer, c'est correct? Un courriel par semaine avec des sujets variés, avec des bons objets, avec un call to action qui est clair, qui revient souvent. Des emails qui sont simples, qui sont personnalisés. Puis that's it. Puis vous allez voir les résultats très, très rapidement, puis ce sera pas super compliqué, là. Exact. Fait que, effectivement, on pourrait en parler pendant longtemps. Ouais. J'ai des stats, des informations, mais effectivement, c'est la leçon à retenir, c'est que ça vaut absolument la peine. Puis, tu sais, la plupart du temps, tous nos clients qui ont un certain succès en ligne ou qui ont... C'est souvent de l'huile sur le feu. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est la suite du funnel. C'est beaucoup de choses à faire. C'est très puissant. Fait que là, toi, est-ce que tu as suivi avec attention la stratégie de Alex Hormozi? Je ne l'ai pas décortiqué au complet, mais j'ai effectivement regardé pas mal le 2/3 de son live. Ou je pense, en tout cas, je pense que ça a peut-être continué vraiment longtemps après que j'ai arrêté. Il a fait un 8 heures, puis il a refait le lendemain. Okay. J'ai pas regardé le mais moi, ce que j'ai aimé, puis c'est drôle parce que je pensais à toi quand j'ai regardé parce qu'il montrait ses chiffres. Puis Alex Hormozi a fait le lancement, puis il vendait son livre en pré-vente. Ouais. Et là, ce qu'il disait, c'est qu'il vendait le livre en pré-vente, il a généré 2,6 millions de revenus pour son livre en pré-vente, et l'événement, il a coûté 1 million. Fait qu'il était plus 1,6, mais quand il présentait les chiffres et tout, moi, ce que j'ai regardé, c'est le nombre de personnes. Il y avait comme 13 782 personnes en 2 jours qui avaient acheté le livre et laissé leur courriel. Ouais. Fait que là, c'est ça. J'étais comme, hey, lui vient de se monter une liste courriel de 13. Puis il en parlait même pas, là, parce que lui, c'est comme un dead asset qu'il a. Ouais. Mais je suis comme, le gars, en faisant sa stratégie, il vient de se ramasser 13 000 courriels de gens qui le connaissent, qui le reconnaissent et tout ça, et qui peut communiquer avec eux autres de même. C'est capoté. C'est fou raide. Fait que, tu sais, puis là, on parle d'Alex Hormozi, on s'entend, là, on va se gérer, là, on va se gérer le cul, là, c'est pas ça l'objectif, là. Mais tout ça pour dire que j'ai une liste de courriels de 800 personnes et je génère des revenus à l'année grâce à cette liste-là. Fait qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un qui a une liste de 100, 200, 300 courriels ne pourrait pas générer des revenus ou du moins solidifier sa relation. Si les gens veulent te rejoindre, Sam, comment ils font?
Simon Martin sur Facebook. Sinon, souvent, mon username, c'est le gars d'email. Tout collé. Le gars YouTube, d'email. Instagram. C'est assez simple. Merci d'être venu. Super le bon show. Absolument. C'était de Merci pour l'invitation. l'or en barre. C'était tout. Marco, Simon Martin, le gars des emails pour la technique Moneyball. Bye tout le monde. Peace out.